partage d'écran ما درتش حتى فعلا ماشي مشكل خليها تيبقى non elle est présente. Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va faire une introduction générale sur le cours de pharmacocinétique et toxicologie des polluants environnementaux. Alors, c'est quoi un médicament? C'est une substance chimique qui possède des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Donc, c'est la santé humaine et la santé vétérinaire. Donc, un produit qui est administré à l'homme ou à l'animal pour établir un diagnostic, restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques. Donc, le médicament contient deux éléments, un principe actif qui est responsable des propriétés pharmacologiques, un excipient qui intervient dans la présentation du médicament sous forme de comprimé, de gélule ou de sirop. Donc, lorsqu'on parle de médicament, donc on parle de poison, de remède, et c'est la loi de Paracelse. Hein. C'est pas le poison qui tue, mais c'est la dose qui fait le poison. Donc, il faut faire très attention à la dose. Donc, dans la pharmacologie, il y a la pharmacodynamie, donc l'interaction du médicament au niveau de sa cible, la pharmacovigilance, comme maintenant avec les vaccins, donc on voit les effets indésirables pour les suivre et pour donc, au niveau du centre antipoison, donc on va donner toutes les données après donc l'administration du vaccin pour voir est-ce qu'il y a donc des effets indésirables remarquables. La pharmacoépidémiologie, donc on va voir c'est-à-dire les pathologies, hein, comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, et quels sont les médicaments qui sont en relation avec ces pathologies. Alors, la pharmacocinétique, c'est le devenir du médicament au niveau de l'organisme. Lorsqu'on va administrer ce médicament, comment l'organisme va agir pour ce médicament. La pharmacogénétique, donc il y a des pathologies héréditaires hein, et qui peuvent donc être traitées par des médicaments appropriés avec des cibles qui sont privilégiées. La pharmacoéconomie, donc là, on va voir, c'est-à-dire les médicaments qui peuvent avoir un effet intéressant et avec des prix qui ne sont pas donc exorbitants. Et là, donc, on parle des médicaments génériques, c'est-à-dire des médicaments pour lesquels la patente a expiré, mais on peut donc avoir le même principe actif, la même bioéquivalence que le médicament d'origine. Alors, la pharmacologie, depuis l'Antiquité, nous avons des thérapeutiques empiriques à base de plantes médicinales. Et après, donc, il y avait la caractérisation des effets des médicaments par des études fonctionnelles, des études biochimiques et d'électrophysiologie pour voir donc au niveau des canaux, au niveau des transporteurs, au niveau des pompes. On peut aussi avoir, avec la base de la biologie moléculaire, on peut voir des cibles qui agissent au niveau de l'ADN. Donc là, on va voir la conformation des cycles de liaison des médicaments. Donc, lorsqu'on parle des développements des médicaments, on peut donc se baser soit sur l'activité thérapeutique empirique, qui peut donc donner de nouveaux produits d'hémisynthèse, comme l'exemple de la digoxine, qui provient d'une plante médicinale, la digitale. Alors, on a des processus physiopathologiques connus, donc la cible, il est déterminée, mais on doit mettre au point l'efficacité, l'exemple des bêta-bloquants, des sulfonyluries pour traiter le diabète, la cible à partir de biologie moléculaire, et là, donc, on peut avoir des recherches, des indications thérapeutiques par des agonistes appropriés, comme les agonistes bêta-3, qui peuvent avoir un effet vasodilatateur et qui peuvent traiter aussi l'hypertension artérielle. Donc, la pharmacologie générale s'intéresse aux principes généraux qui gouvernent les interactions entre les médicaments et les organismes vivants. Et lorsqu'on parle de pharmacologie spéciale, ça va être les interactions dans le cas de chaque classe de médicaments. Donc, nous avons trois orientations. La pharmacodynamie, l'action des médicaments sur l'organisme avec leur mécanisme. La pharmacocinétique, l'absorption, distribution, biotransformation et excrétion des médicaments. C'est ce qu'on appelle ADME, absorption, distribution, métabolisme, excrétion. Et la pharmacothérapie, c'est l'utilisation des médicaments en thérapeutique. Donc, lorsqu'on parle de la pharmacologie, c'est l'étude de ce que sont et de ce que font les médicaments. Un médicament est une substance chimique ou biologique qui peut traiter, prévenir ou améliorer des symptômes d'une maladie.
Donc, il doit avoir une action sélective, ce n'est pas toujours le cas. Et on doit avoir une balance entre les effets indésirables et les effets désirables. La connaissance de la pharmacologie est essentielle pour utiliser un médicament de façon efficace dans les pathologies et dans les traitements des pathologies donc fréquentes. Donc, la pharmacologie examine les effets des médicaments en interaction avec leur cible. L'aspirine, qu'est-ce qui fait l'aspirine? C'est quoi l'aspirine? L'aspirine, c'est un anti-inflammatoire. Il inhibe la synthèse des prostaglandines. Et les prostaglandines, ils proviennent de l'acide arachidonique via une enzyme qu'on appelle la cyclooxygénase, la COX. Donc, l'aspirine, il va inhiber la cyclooxygénase. Donc, la cible de l'aspirine, c'est une enzyme. Il va inhiber les médiateurs de l'inflammation qui sont les prostaglandines et on va donc avoir l'effet anti-inflammatoire de l'aspirine. Alors, la pharmacocinétique décrit ce que le patient fait au médicament, c'est-à-dire lorsque le patient va ingérer l'aspirine, comment il va être absorbé, quel est son taux plasmatique, quelle est sa demi-vie, quel est son métabolisme. La pharmacodynamie décrit ce que le médicament fait au patient, c'est-à-dire, par exemple, l'aspirine à une dose bien définie, il va réduire la fièvre. Donc, on va connaître la concentration plasmatique qui va avoir l'effet sur la cible. Je vous avais dit que les utilisations empiriques des plantes à effet pharmacologique, l'exemple de la digitale, qui est un tonique cardiaque majeur, il a une action diurétique aussi, et il est indiqué donc dans le cas de l'insuffisance cardiaque, de l'œdème, de l'arythmie, de l'acide, l'hydropécie et l'anarsarque, c'est-à-dire ce sont des œdèmes qui sont généralisés. Donc, on peut utiliser cette plante comme tonique cardiaque, on va voir son mécanisme d'action. Nous avons l'exemple de la belladone, donc l'atropine, qui est très riche en alcaloïdes et qui provoque des hallucinations, mais il est utilisé comme analgésique. Et comme je vous ai dit, il faut utiliser une dose appropriée. Donc, ce n'est pas le poison qui tue, mais c'est la dose qui fait le poison. C'est le paradigme de Paracels. Donc, les cibles en pharmacologie, on peut avoir beaucoup de cibles. C'est surtout les récepteurs membranaires, 45%, les enzymes, 28%, les récepteurs nucléaires, donc les récepteurs aux hormones stéroïdes, 2%, les hormones de croissance, 11%, les canaux ioniques, 5%, l'ADN, 2%, et les non déterminés, 7%. Un exemple de cible moléculaire de médicaments, les canaux ioniques. Donc, nous avons l'exemple du canal sodium, et le canal sodium qui est modulé par la différence de potentiel transmembranaire, donc qui est voltage dépendant, qui permet la propagation du potentiel d'action dans les tissus excitables. Son inhibition va bloquer le passage du potentiel d'action. Donc, l'exemple des anesthésiques locaux, qui sont des bloqueurs des canaux sodiques. Lorsqu'on va chez le dentiste, donc pour prélever une dent, bien traiter, c'est-à-dire des dents qui sont donc dans des conditions alarmantes, donc on utilise par exemple la lidocaïne qui est un anesthésique local. Alors on va utiliser ces canaux pour bloquer les canaux sodium qui sont responsables de la propagation du potentiel d'action. Et donc le dentiste, il va donc travailler à l'aise et le malade, il ne va pas sentir donc la douleur. Donc c'est intéressant. Alors la cible du canal sodium, c'est la cible de la lidocaïne, c'est le canal sodium. On prend un exemple du canal calcique qui est aussi voltage dépendant. Dans le muscle, le signal électrique va provoquer la dépolarisation, qui provoque l'ouverture des canaux calciques voltage dépendant et qui va augmenter la concentration du calcium dans la cellule et conduire à la contraction musculaire. Donc, les gens qui sont atteints d'hypertension artérielle, on peut utiliser les bloqueurs des canaux calciques comme antihypertenseurs. Donc, ils vont bloquer l'entrée du calcium et ainsi, la contraction du musculus vasculaire va être arrêtée. Donc, c'est un traitement de l'hypertension artérielle. Donc, on peut dire que les bêta-bloquants vont agir au niveau du canal calcique. Donc, la cible des bêta-bloquants, c'est le canal calcique voltage dépendant. Alors, on prend l'exemple des transporteurs, les glucosides cardiotoniques, et je vous ai parlé de cette plante, la Digitalis purpurea, qui a un effet cardiotonique. Alors, cette Digitalis, par le principe actif qui est la digoxine et la digitoxine, il va inhiber la pompe à sodium. Le sodium ne va plus être expulsé de la cellule, sa concentration va augmenter, l'activité de l'échangeur sodium-calcium diminue, le calcium va augmenter à l'intérieur de la cellule et la contraction musculaire va être renforcée. Donc, c'est un effet cardiotonique de la digitaline. Donc, la cible de la digoxine ou de la digitoxine, c'est la NAK-ATPase. Alors, un exemple de transporteur, les anti-UCRE qui inhibent la pompe à protons.
qui est la HK-ATPase. Donc, en inhibant la pompe à protons, les anti-UCRE vont diminuer la sécrétion de HCl dans la cavité de l'estomac. Donc, on va diminuer l'entrée de HCl au niveau de l'estomac et on va donc inhiber l'acidité gastrique et là, on va traiter l'ulcère gastrique. Donc, les anti-UCRE ont pour cible la pompe à protons qui est la HK-ATPase. Il y a aussi les nombreux antidépresseurs qui agissent en inhibant le transport membranaire de l'adrénaline et de la sérotonine. Ils prolongent le séjour de ces neurotransmetteurs dans l'espace synaptique. Ils vont donc augmenter l'efficacité de la transmission nerveuse. Mais je vais focaliser sur les diurétiques. Les diurétiques sont des inhibiteurs de transport d'ions dans les tubules rénaux. Ils vont perturber la récupération de certains ions au niveau du rein et on va avoir une élimination accrue de soluté et de l'eau dans les urines. Alors, on va prendre l'exemple d'un diurétique. Alors, lorsqu'on parle de point de vue physiopathologie, donc nous avons le corps qui contient un certain nombre de volumes de liquide, le sang, liquide interstitiel, liquide intracellulaire. Parfois, il y a un excès de liquide dans le tissu, c'est ce qu'on appelle l'œdème. Donc, on peut avoir un œdème par l'insuffisance cardiaque et aussi donc un œdème au niveau pulmonaire. Donc là, c'est-à-dire c'est une expansion volumique et là donc on peut avoir l'œdème des membres inférieurs. Donc là, c'est provoqué par l'hypertension artérielle et l'insuffisance pulmonaire. De point de vue physiopathologique. Toujours de point de vue physiopathologique, pourquoi un diurétique? Parce qu'on doit éliminer l'excès de liquide. Le rein, c'est la voie naturelle pour éliminer le liquide et pour maintenir l'homéostasie du milieu intérieur. Un diurétique va augmenter la quantité d'urine émise et alors donc il va diminuer la masse du liquide du corps. Donc on va avoir un rétablissement de l'homéostasie, de l'eau et du sodium. Alors si on regarde de point de vue anatomique, la cible des diurétiques c'est le rein. Lorsqu'on parle du rein, donc vous avez le rein, donc la partie corticale médulaire, les pyramides de Malpighi qui sont donc les constituants des néphrons, qui sont l'unité fonctionnelle du rein. Alors, lorsqu'on voit de point de vue histologie et physiologie, nous avons donc le néphron qui contient donc le glomérule. Le sang va être filtré au niveau du glomérule. Le tube proximal, vous avez l'anse de Halley, le segment large ascendant, tubule distal et le canal collecteur. Donc, ça, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Alors, lorsqu'on va avoir le mécanisme de réabsorption, alors je vous ai dit que le furosémide, il agit au niveau de l'anse de Halley ascendante. Nous avons plusieurs types de diurétiques, on va pouvoir faire ça dans les TP. Les diurétiques osmotiques qui agissent au niveau du tubule proximal comme le mannitol. Nous avons donc des diurétiques osmotiques aussi qui agissent au niveau de l'anse de Halley. Nous avons les diurétiques de l'anse, l'exemple du furosémide qui agit au niveau de segments larges ascendants. Nous avons les diurétiques, les thiazides qui agissent au niveau du tube distal et nous avons donc les diurétiques d'épargne potassique au niveau du canal collecteur. Alors nous, la cible du furosémide, ça va être le segment large ascendant, mais on doit avoir au niveau donc de... Alors donc le furosémide, c'est un médicament, donc il y a la nomenclature des médicaments, le nom chimique qui est donc l'acide 4-chloro-N-furfuryl sulfamyl tannitique. La dénomination internationale, c'est le furosémide, le plus important, et le nom commercial, c'est le Lasix. Donc, si vous voyez en pharmacie, vous allez trouver Lasix. Donc, c'est un diurétique, le nom commercial, qui va donc éliminer l'excès d'eau et qui va donc inhiber l'œdème. Alors, à quel niveau va agir le furosémide? Alors là, c'est la cellule épithéliale de l'anse ascendante large, de l'anse de Halley. Et là, on voit que cette cellule épithéliale, il est polarisée. Donc, il y a le côté apical basolatéral. Le côté apical, c'est l'urine. Le côté basolatéral, c'est le fluide interstitiel, c'est le milieu intérieur. Et vous avez donc des jonctions serrées. C'est la voie paracellulaire et la voie transcellulaire. Alors, on voit qu'il y a un canal, un transporteur qu'on appelle sodium, potassium de chlorure. C'est un transporteur qui est électroneutre parce que nous avons deux charges positives et deux charges négatives. Et là, donc, ce cotransporteur, donc, on va avoir une réabsorption du sodium vers le milieu intérieur via la pompe NAK. Donc, lorsqu'on va bloquer ce transport par le furosémide, il va donc bloquer le transporteur et là, on ne va plus avoir de transport de sodium, potassium et chlorure dans la cellule. Donc, le sodium, potassium et chlorure vont être éliminés dans les urines, ce qui va soulager le cœur. Donc, ça, c'est la pharmacologie et la thérapeutique dans l'insuffisance cardiaque. Mais le problème du furosémide, c'est qu'il va provoquer une hypokaliémie. Parce que lorsqu'on a une fuite accrue du potassium et du sodium, on peut aussi avoir une hyponatrémie. C'est pour ça, des fois, on ajoute du KCl pour maintenir la kaliémie à 4 millimolaires.
Et des fois, donc, on donne du miel parce qu'il y a des miels qui sont riches en potassium et on peut donc équilibrer l'homéostasie pour le sodium et pour le potassium. Alors, un deuxième exemple des canaux calciques, voltage dépendant de type L. Alors, vous voyez que les canaux calciques, d'un point biochimique, donc c'est une glucoprotéine qui est enchâssée dans la membrane phospholipidique et qui ménage donc le passage des ions calcium avec des sites de phosphorylation bien activés. Et là, donc, nous avons la cellule, il contient très peu de calcium, 10-7 molaires, alors que la concentration dans le milieu extracellulaire, il est 10 000 fois plus élevé, 10-3 molaires. Le canal inactif est fermé au niveau, donc à son niveau et empêche le calcium d'entrer. Mais le canal, lorsqu'il est activé, il y a une dépolarisation de la membrane, le canal va s'ouvrir et on va avoir l'entrée du calcium et là, on va avoir la contraction musculaire. Ça, c'est la physiologie. Hein. Et là, on peut le faire par électrophysiologie, c'est-à-dire le patch clamp. On peut introduire des micropipettes au niveau du canal et on peut calculer le courant qui entre et qui sort de la conductance membranaire. Et ça, c'est l'électrophysiologie au niveau donc de la cellule épithéliale. Alors, vous voyez, le calcium, vous connaissez, il est impliqué dans la contraction des muscles lisses au niveau des vaisseaux. Lorsque le calcium entre dans la cellule, il y a une contraction du muscle. Ceci est renforcé par la libération du calcium à partir de la mitochondrie, du réticulum endoplasmique, qui va donc enrichir la concentration intracellulaire du calcium. L'effet, donc, il va y avoir donc l'entrée du calcium qui va donc entraîner donc la contraction et la fréquence d'ouverture du canal qui va dépendre donc du potentiel d'action. C'est pour ça, lorsqu'on va utiliser les antagonistes, on va donc inhiber l'entrée du calcium. Alors, l'amlodipine, c'est un bloqueur des canaux calciques de la classe des dihydropyridines. C'est un vasodilatateur. Il va provoquer une vasorelaxation du vaisseau et il va réduire la tension artérielle. Donc, on peut prescrire les antagonistes calciques pour traiter l'hypertension artérielle, donc en pharmacologie. Donc, il va provoquer l'amlodipine, son mécanisme, il a un effet antihypertensif, il est attribuable à un effet de relâchement direct de la musculature vascularis. Donc, c'est un médicament qui a des indications en relation avec l'hypertension artérielle. Donc, la dénomination du médicament, c'est Amlor. Donc, on a Amlor 5 mg, Amlor 10 mg. La composition, donc la substance active, c'est le bésylate d'amlodipine. Donc, on peut traiter l'hypertension et l'angine de poitrine avec l'amlodipine. Donc, c'est la pharmacothérapie. Donc, les bêta. Donc, on peut utiliser ceci avec donc des concentrations de bêta-bloquants. Donc, la base de la pharmacologie, Paul Ehrlich, c'est le prix Nobel de médecine de physiologie et qui a travaillé beaucoup sur la chimiothérapie. Alors, donc là, l'essentiel, un médicament doit atteindre une cible. Donc, il faut connaître la cible du médicament. Et là, je vous ai donné beaucoup d'exemples, c'est-à-dire les enzymes, je vous ai donné les récepteurs, les transporteurs, les canaux. Donc, on peut avoir, c'est-à-dire la liaison à l'ADN aussi. Donc, il faut avoir une cible appropriée. Donc, quelle est la cible des vaccins? Ça aussi, c'est une question intéressante. Donc, il doit interagir avec donc, cette cible et modifier, induire des changements de conformation pour avoir un effet thérapeutique approprié. Donc là, lorsqu'on parle de cette pharmacologie générale, comme je vous ai dit, vous avez la pharmacocinétique et vous avez la pharmacodynamique. Donc lorsqu'on parle de la pharmacocinétique, nous avons absorption, distribution, métabolisme, élimination, c'est ADME. Ce sont les phases qu'on va étudier en détail. Et la pharmacodynamique pour nous, donc on ne va pas utiliser ça. Donc je vous ai donné des exemples de cibles. Donc c'est la fixation du principe actif au niveau de son récepteur pour donner l'effet thérapeutique. Donc, la pharmacocinétique, c'est l'étude des phénomènes qui concernent le devenir de la substance dans l'organisme et qui vont déterminer sa concentration dans le compartiment où il sera actif. Donc, c'est l'étude de l'évolution de cette concentration dans le temps. Alors, par exemple, si on veut voir un antibiotique qui va tuer les bactéries, on va exposer les souris à des concentrations de 2 mg par litre pendant 6 heures. Donc, on va voir quelle est la concentration qui va avoir cet effet bénéfique. Alors là, donc, on doit déterminer le volume de distribution. Une fois qu'on administre la quantité dans l'organisme, donc on doit avoir un équilibre pour avoir une concentration dans le compartiment central et l'équilibre donc d'échange avec le sang, qui est surtout avec le volume extracellulaire. Et là, on peut déterminer le volume de distribution qui est égal à la quantité administrée divisée par la concentration
au niveau plasmatique. Alors, par exemple, lorsqu'on donne un médicament chez l'homme, donc pour doser la concentration plasmatique, on doit disposer d'une HPLC pour calculer ces concentrations-là. Alors, pour le développement du médicament, il y a plusieurs phases, c'est-à-dire c'est-à-dire il faut au moins 20 ans pour faire les tests in vitro chez l'animal, pour voir l'efficacité et les mécanismes de sélectivité, pour voir les tests cliniques en phase 1, la sécurité et la pharmacocinétique du principe actif. La phase 2, est-ce que ça marche chez l'humain? La phase 3, donc on fait des doubles placebo et avec le contrôle, et voir des cohortes pour voir donc l'efficacité et voir aussi la sécurité et le métabolisme du médicament. Et après, donc, on va avoir donc le marketing et la surveillance après donc l'administration. Donc, après 20 ans, la patente va expirer et là, on peut donc avoir un médicament générique qui est moins cher, mais qui a les mêmes principes actifs que le médicament d'origine, sauf que la patente a expiré. Alors, lorsqu'on parle de cette pharmacocinétique et de cette pharmacothérapie, le comportement pharmacocinétique et le schéma posologique sont des facteurs principaux qui vont déterminer l'activité thérapeutique d'un principe actif du médicament. Alors ça, c'est très important parce que lorsqu'on parle de ces phases-là, nous avons plusieurs phases. Alors, nous avons la phase pharmacocinétique dont je vous ai parlé, la phase donc pharmacodynamique. Donc, la phase pharmacocinétique, on doit se référer à la posologie, c'est-à-dire quelle est la concentration plasmatique qui va être dotée d'un effet thérapeutique approprié. Alors là, nous avons la phase biopharmaceutique, la phase pharmacocinétique et la phase pharmacodynamique. Alors, la phase biopharmaceutique, c'est quoi? Il comporte les étapes de la mise à disposition dans l'organisme du principe actif à partir de la forme galénique administrée, soit un sirop, soit un comprimé. Alors, lors de l'administration extravasculaire, alors par exemple, on a une forme pharmaceutique solide, par exemple un comprimé, la première étape de la mise à disposition est la libération de ce dernier. Cette libération peut se faire rapidement, dans le cas d'une forme pharmaceutique à libération rapide, ou bien très lentement, dans le cas d'une forme pharmaceutique à libération prolongée. Donc, il consiste en une désintégration de la forme solide, puis une désintégration en particules de petite taille pour faciliter la dissolution. Pour traverser les membranes biologiques, le principe actif doit être dispersé à l'état moléculaire en milieu aqueux au site d'absorption de tractus gastro-intestinal en cas d'administration orale. Donc, cette action correspond à l'étape de dissolution du principe actif. Alors, ce schéma, il explique bien la séquence des processus de désagrégation d'un comprimé, de dissolution du principe actif et de son site d'absorption. Alors, la deuxième phase, c'est la phase, comme je vous ai dit, pharmacocinétique, qui correspond au devenir in vivo du principe actif. Il est défini comme l'étude en fonction du temps des différents aspects, absorption, distribution et élimination, du devenir d'un principe actif dans l'organisme. Et il y a aussi la phase pharmacodynamique qui correspond à la réponse pharmacodynamique résultant de l'interaction d'un principe actif et d'un récepteur. La pharmacodynamie, donc, c'est l'étude des effets biochimiques et physiologiques des principes actifs et de leurs mécanismes d'action. La réponse pharmacodynamique est une composante de l'effet thérapeutique recherché. Donc, la pharmacocinétique est une discipline essentielle dans la mise au point de nouveaux médicaments. C'est un outil privilégié pour une utilisation rationnelle des médicaments. Et là, donc, on connaît très bien l'importance de la pharmacocinétique pour, donc, comme technologie pharmaceutique. Alors, il y a plusieurs disciplines. Il y a la biopharmacie, la pharmacothérapie et la toxicologie lorsqu'on va étudier la pharmacocinétique. Donc là, comme je vous ai dit, la pharmacocinétique, c'est l'étude en fonction du temps des différents aspects, absorption, distribution, élimination, du devenir d'un principe actif dans l'organisme. Donc, on a le site d'absorption. Après, donc, il y a la quantité de principes actifs qui va aller vers la cible pour donner son effet. Il y a une partie qui va être excrétée et il y a une partie qui va être métabolisée. Mais là, nous avons donc, on va attaquer le phénomène d'absorption au niveau de la pharmacocinétique. Et ce phénomène d'absorption qui est très important, parce que lorsqu'on parle de l'activité thérapeutique d'un médicament, il ne se manifeste qu'après atteindre donc le site d'action.
Pour cela, il doit passer dans la circulation générale. Cette étape diffère selon la voie d'administration qui est utilisée. Donc, nous savons la plupart des substances médicamenteuses sont destinées à être prises par la voie qui est la voie orale. Donc, nous avons aussi la voie intraveineuse, intra-artérielle, intramusculaire sous-cutanée, la voie buccale, sublinguale, rectale, comme pour l'exemple des suppositoires, pulmonaire, comme l'exemple des aérosols, nasale, donc comme lorsqu'on fait des inhalations, et oculaire, comme dans le cas de l'ophtalmologie. Alors, dans le cas de l'administration orale, nous avons une absorption intestinale qui est importante. Alors, donc, lorsqu'on voit le pH au niveau donc, de la bouche 6,8, au niveau du duodénum 5,7, au niveau de l'estomac, il est très acide, mais au niveau de l'ion, l'intestin grêle, il est de 7 à 8. Donc, c'est un pH qui est alcalin. Alors, donc, cette réabsorption qui se fait au niveau des cellules intestinales, qui vont réabsorber par les microvillosités, donc le principe actif, il y a une grande surface d'absorption, un débit très fort sanguin de l'intestin grêle, et là, donc, c'est un site d'absorption privilégié de nombreux principes actifs après administration orale. Si on prend l'intestin grêle, on a 200 mètres carrés, et le débit il est de 1 litre par minute par rapport à l'estomac qui est inférieur à 1 mètre carré, et le débit qui est de 0,15 litres par minute. Donc, le passage au niveau de la membrane transmembranaire, c'est important. La couche phospholipidique, donc, on a la principale caractéristique de la membrane, c'est la lipophilicité, donc la liposolubilité. Il favorise le passage des molécules liposolubles, mais il y a aussi le poids moléculaire, parce qu'on voit que l'absorption, la lipophilicité, elle est importante, mais lorsqu'on a un poids moléculaire qui est important, donc la particule qui a un poids moléculaire plus faible, il va être absorbé plus facilement que celle qui a un poids moléculaire qui est plus important. Alors ici aussi, le passage transmembranaire, donc on a le passage qui est passif et le passage qui est facilité et le passage qui est actif. Donc la diffusion passive transmembranaire obéit à la cinétique d'ordre 1. Nous avons la diffusion passive paracellulaire et nous avons le transport actif, ce qu'on appelle la cinétique de Michaelis-Menten. Alors, cette cinétique de passive transcellulaire, le mode de passage est prédominant. C'est un processus d'ordre 1 qui ne nécessite pas d'énergie, ce qu'on appelle la loi de Fick. Alors, la loi de Fick, c'est le débit en fonction du temps. C'est le coefficient de diffusion, la surface de la membrane, la différence de gradient de concentration et l'épaisseur de la membrane. Donc, le débit, il est spécifique à la fois du principe actif de la membrane. Et vous avez, entre autres, le coefficient de partage, c'est-à-dire la lipophilicité de la membrane et le poids moléculaire du principe actif, comme je vous avais expliqué. Nous avons aussi le pH qui joue un rôle important selon l'équation de Hasselbalch. On va donc voir ça, le pH qui est égal au pKa plus log de la concentration de l'acide sur la base. Donc, on va donc expliquer ceci par rapport au plasma qui a un pH 7,4 et le liquide gastrique qui a un pH très acide. Alors, la dissolution et le pH du milieu, donc on voit que lorsqu'on donne un médicament avec une base qui est donc le bicarbonate de sodium, on voit que l'absorption et l'excrétion donc du médicament, il est plus lente par rapport donc au premier médicament qui n'est pas utilisé comme avec, c'est-à-dire la base qui est le bicarbonate de sodium. Et là aussi, donc, on voit que selon donc, la base faible, avec le pKa qui est de 9 et 6,5, donc on voit l'hydrosolubilité augmente fortement dans un milieu acide. Par conséquent, lorsque le pH augmente, à cause de la prise simultanée de certains médicaments comme les antihistaminiques ou le bicarbonate de sodium, la quantité absorbée après administration est diminuée. Alors, lorsqu'on parle du transport actif, ce sont des transports membranaires qui sont spécifiques et ces transporteurs donc, qui obéissent à la compétition au niveau du même transporteur et à processus de saturabilité. La vitamine B12 est absorbée dans l'intestin grêle grâce à un mécanisme de diffusion passive facilité. Alors, le transport actif, nous avons donc la réaction d'ordre 1, la diffusion passive qui est linéaire. Selon la loi de Fick, le débit en fonction du temps est égal à K fois A. K, c'est la constante de vitesse de réaction et le KD, c'est la constante de dissociation du complexe ligand-transporteur. Alors, si on prend la cinétique de Michaelis-Menten, le débit, c'est le Tmax fois A divisé par KD plus 1. Donc, Tmax, c'est la vitesse maximale de transport du ligand. A, c'est la quantité. Et le KD, c'est la constante de dissociation du complexe ligand-transporteur. Donc, c'est très important de voir laquelle de cinétique va être importante au niveau donc de l'absorption du médicament par la voie orale.
Donc, on va voir aussi que la vidange gastrique joue un rôle important au niveau donc de la réabsorption au niveau de l'intestin grêle. La vidange gastrique détermine la vitesse d'arrivée de principes actifs dans l'intestin grêle. Donc, la vidange gastrique est très variable et dépend de plusieurs facteurs. Donc, la vidange gastrique, on a une concentration de salicylate, c'est-à-dire l'aspirine après administration de 650 mg d'aspirine. Si on a un comprimé à libération immédiate, donc l'absorption va se faire rapidement. Si on a un comprimé à enrobage gastro-résistant, donc il y a un délai de 4 heures avant que le principe actif soit libéré dans la circulation systémique. Merci pour votre attention.